Mes parents m'ont renié au dîner de répétition de ma sœur, en l'annonçant à toutes nos connaissances. Ils m'ont accusé d'avoir ruiné la vie de ma sœur dans un accident de voiture, alors que j'avais 16 ans. Elle a détruit l'avenir de Jane, a dit maman à l'assemblée. Elle est morte pour nous. Je suis restée silencieuse, puis j'ai posé une seule question qui a fait que tout le monde s'est tourné vers elle. Le dîner de répétition se tenait au domaine Waterford, un de ces lieux avec des baies vitrées immenses, donnant sur un lac qui paraissait trop parfait pour être vrai. Des lustres en cristal pendaient de poutres en bois apparentes, et des roses blanches couvraient chaque surface disponible. Ma sœur, Jane, s'était surpassée, ce qui ne surprenait personne la connaissant. Elle avait toujours été méticuleuse sur les apparences. Je suis arrivé pile à l'heure, vêtu de la robe bleu marine que Jane avait approuvée 3 semaines plus tôt. Le parking était déjà plein, et je pouvais voir les invités se mêler les uns aux autres à travers les fenêtres, alors que je me dirigeais vers l'entrée. J'avais l'impression d'avoir avalé du verre pilé, mais j'ai gardé un visage neutre. J'étais devenu doué pour ça, au fil des ans. Le processus d'approbation pour la robe avait été typique de chaque interaction que j'avais eue avec Jane depuis l'accident. Elle m'avait envoyé un texto avec 3 options, toutes dans des couleurs sobres qui n'attiraient pas l'attention, bleu marine, anthracite ou taupe. Rien de vif, rien qui pourrait détourner l'attention d'elle ou des mariés. J'avais choisi le bleu marine, car c'était le moins déprimant, et elle avait répondu par un simple emoji pouce levé. Pas de mots, juste la confirmation que j'avais fait un choix acceptable. J'avais dépensé 400 € pour cette robe, plus que je n'avais jamais dépensé pour un seul vêtement. Elle tombait parfaitement, ajustée dans une boutique du centre de Détroit par une couturière qui m'avait demandé l'occasion. Quand je lui ai dit que c'était pour le mariage de ma sœur, elle avait souri et dit à quel point cela devait être excitant. J'avais souri en retour, sans rien dire du nœud d'angoisse qui grandissait dans ma poitrine depuis l'arrivée de l'invitation. L'invitation elle-même avait été une surprise. J'avais supposé que je ne serais pas du tout invité. Jane et moi ne nous étions pas parlé directement depuis près de 2 ans. Notre dernière conversation avait eu lieu au dîner d'anniversaire de papa, où elle m'avait demandé de passer le sel, et je m'étais exécuté. C'était tout. Passe le sel. 20 secondes d'interaction qui comptaient comme une communication dans notre famille. Mais l'invitation est arrivée, adressée uniquement à moi, mademoiselle Lillian Lohorn. Pas d'accompagnateur, pas d'invité, juste mon nom en calligraphie élégante sur un carton couleur crème qui coûtait probablement plus cher la feuille que ce que je dépensais en course en une semaine. L'accident s'est produit quand j'avais 17 ans. Jane en avait 19, rentrée de l'université pour l'été. Nous étions allés à une fête chez Ashley Morrison, une de ces soirées de fin d'été qui semblaient importantes à l'époque. Jane avait bu. Vers minuit, elle m'a tendu les clés de sa voiture en riant, alors qu'elle s'effondrait sur le siège passager. J'étais sobre. Je n'avais pas touché à l'alcool ce soir-là. L'intersection était sombre. Le feu était vert, et le camion a grillé le feu rouge à près de 100 km/h. L'impact a brisé le fémur de Jane, lui a écrasé le bassin, et lui a laissé des lésions nerveuses permanentes à la jambe gauche. Les médecins ont dit qu'elle remarcherait, mais que la danse, c'était terminé. Sa bourse pour Juillard a disparu, en même temps que son avenir dans le ballet. Personne n'a demandé de quelle couleur était le feu. Personne n'a demandé si j'étais sobre. Maman a trouvé le bracelet d'hôpital de Jane avec le rapport d'alcoolémie, et a décidé que c'était la seule vérité qui comptait. Le fait que je conduisais me rendait responsable de tout ce qui a suivi. Le taux d'alcoolémie de Jane était de 0,08%. L'hôpital l'avait testé dans le cadre du protocole standard en cas de traumatisme. Quand maman a vu ce chiffre sur les papiers de sortie, quelques jours plus tard, quelque chose a changé sur son visage. Elle m'a regardé, de l'autre côté de la chambre d'hôpital de Jane où je veillais, et j'ai vu le moment exact où elle a décidé de qui était la faute. « Tu l'as laissé boire », a dit maman. Sa voix était basse et venimeuse. Tu étais censé être responsable. Elle a 19 ans. Elle n'aurait pas dû boire du tout. J'étais responsable, ai-je protesté. Je n'ai rien bu. Je la ramenais à la maison en toute sécurité. L'autre conducteur. N'ose même pas blâmer quelqu'un d'autre, a hurlé maman. Tu étais au volant. Tu contrôlais cette voiture. Jane t'a fait confiance, et regarde ce qui est arrivé. Papa avait essayé d'intervenir. Ma chérie, le rapport de police dit. Je me fiche de ce que dit le rapport de police, l'a coupé maman. La vie de ma fille est finie.
Sa bourse est perdue. Ses rêves sont détruits. Et c'est arrivé pendant que Lilian conduisait. La logique était insensée. Mais le chagrin n'obéit pas à la logique. Maman avait besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un qu'elle pouvait contrôler et punir. Le conducteur ivre était un étranger, déjà en cours de traitement par le système judiciaire. Son assurance payait les frais médicaux. Il n'y avait rien que maman puisse lui faire qui satisferait la rage et la douleur qu'elle ressentait en voyant Jane souffrir. Mais j'étais là, moi, 17 ans, effrayé, désespéré d'obtenir son approbation et son pardon. Une cible facile. Les mois suivants furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de séances de kinésithérapie et d'un silence écrasant. L'opération de Jane avait réussi à stabiliser son bassin, mais les lésions nerveuses de sa jambe étaient permanentes. Elle remarcherait, les médecins étaient clairs là-dessus, mais le contrôle musculaire précis requis pour le ballet professionnel avait disparu. La lettre de Juillard, annulant son admission, est arrivée 3 semaines après l'accident. J'ai regardé Jane lire cette lettre. Nous étions dans sa chambre d'hôpital, et je l'aidais avec les exercices que le kinésithérapeute lui avait prescrits. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, a lu le contenu, puis a fixé le mur pendant 20 minutes, sans parler. « Jane, ai-je finalement osé, je suis ici. »« Sors, dit-elle doucement. »« S'il te plaît, laisse-moi. »« Sors, a-t-elle hurlé cette fois, si fort que des infirmières sont accourues. »« Je ne veux pas de toi ici. Je ne veux pas te voir. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. » On lui avait parlé du conducteur ivre. Elle connaissait le rapport de police, son arrestation et les charges qui pesaient contre lui. Les médecins lui avaient tout expliqué en détail, mais connaître les faits et les accepter étaient apparemment 2 choses différentes. J'ai quitté sa chambre en larmes, croisant maman dans le couloir. Elle m'a regardé avec des yeux froids et a dit, « Tu l'as entendu. Arrête de venir à l'hôpital. Tu as fait assez de dégâts. » Les années qui ont suivi l'accident furent une véritable leçon d'isolement. J'avais été accepté à l'Université d'État du Michigan avec une bourse d'études complète, mais maman m'a convaincu de reporter mon inscription pour aider à la convalescence de Jane. Une année est devenue 2, puis 3. Au moment où je me suis finalement inscrite, la plupart de mes amis du lycée avaient poursuivi leur chemin. Jane ne me parlait jamais, sauf si elle y était forcée. Elle me regardait comme si j'étais transparente lors des dîners de famille, son visage vide, comme si j'étais un meuble. Le report avait semblé raisonnable à l'époque. Jane avait besoin d'aide pour les tâches de base pendant sa convalescence, quelqu'un pour la conduire à ses rendez-vous de kiné, pour l'aider à monter et descendre les escaliers, pour préparer les repas quand maman était au travail. « C'est le moins que tu puisses faire », avait dit maman. Et j'avais accepté, parce que la culpabilité me rongeait, peu importait que je ne sois en fait coupable de rien, sauf d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai trouvé un travail dans un café local pour m'occuper et contribuer aux dépenses du ménage. La bourse pour l'Université d'État du Michigan était reportée, mais pas garantie d'être maintenue après une année sabbatique. Le bureau d'aide financière de l'université m'a envoyé une lettre indiquant que je devrais présenter une nouvelle demande et que le financement ne pouvait être promis pour les années universitaires futures. Je les ai appelés, paniqués. Une conseillère sympathique, nommée Patricia, a expliqué que les bourses d'études étaient attribuées sur la base d'une inscription immédiate. Ayant reporté, j'avais perdu ma place dans la cohorte de cette année-là. Je pouvais postuler à nouveau en tant qu'étudiante en transfert après avoir validé quelques crédits ailleurs, ou je pouvais m'inscrire comme prévu initialement et perdre entièrement la bourse si je changeais d'avis à nouveau. « Que dois-je faire ?» lui ai-je demandé, la voix brisée. « Cela dépend de la raison de votre report », a-t-elle dit doucement. « S'il s'agit d'une urgence familiale, nous pourrions peut-être faire une exception, avec les documents appropriés. Mais comment pouvais-je expliquer que ma famille avait besoin que je sacrifie mon avenir parce qu'ils avaient décidé que l'accident était de ma faute? Comment pouvais-je lui dire que ma mère m'avait clairement fait comprendre que je devais à Jane ce temps, ce sacrifice, cette pénitence pour un crime que je n'avais pas commis? J'ai fini par suivre des cours dans une université locale tout en aidant Jane, étudiant la nuit après qu'elle se soit couchée. Les cours étaient basiques, composition anglaise, introduction à la psychologie, biologie générale, des cours qui se transféraient à presque n'importe quel programme universitaire de 4 ans et qui gardaient mon esprit vif. Je me disais que j'étais pragmatique, que j'accumulais des crédits tout en étant une bonne sœur. La vérité, c'est que j'étais piégé. Maman avait été claire, partir signifierait un exil permanent. « Si tu abandonnes ta sœur maintenant, avait-elle dit,
ne prend même pas la peine de revenir. La kinésithérapie de Jane était brutale et déprimante. Je la conduisais 3 fois par semaine à une clinique située à 40 minutes. Elle disparaissait dans les salles de thérapie pour des séances de 90 minutes, en ressortant en sueur, épuisée, parfois en larmes à cause de la douleur. Les thérapeutes étaient gentils mais fermes, la poussant à retrouver la mobilité de sa jambe blessée. J'attendais dans la salle d'attente, faisant mes devoirs ou lisant. Parfois, d'autres membres de la famille de patients essayaient d'engager la conversation. Je suis devenue experte pour esquiver les questions personnelles avec des réponses vagues qui ne révélaient rien de la situation à la maison. Au cours d'une de ces séances, environ 8 mois après l'accident, une autre mère s'est assise à côté de moi. Sa fille se remettait d'un accident de ski. Nous avons bavardé de délais de rétablissement et de cauchemars d'assurance. Puis elle m'a demandé ce qui était arrivé à ma sœur. Accident de voiture, ai-je dit brièvement. Y étiez-vous aussi, a-t-elle demandé, remarquant la cicatrice estompée sur mon poignet, là où j'avais subi une intervention chirurgicale pour poser une broche. Oui. Cela a dû être terrifiant pour vous deux. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, incapable d'expliquer que Jane ne me parlait plus, que le fait d'avoir été ensemble dans l'accident avait en quelque sorte créé une distance infranchissable entre nous, au lieu d'un traumatisme partagé. La convalescence de Jane a progressé lentement. Au bout de 6 mois, elle pouvait marcher sans béquille, bien que sa démarche fût inégale. Au bout d'1 an, elle pouvait monter les escaliers sans aide. Au bout de 18 mois, elle s'est inscrite à l'université locale, la même où je suivais des cours, bien que nous ayons soigneusement organisé nos emplois du temps pour éviter de nous croiser. Elle a choisi une spécialisation en marketing. C'était pratique, et ça n'avait rien à voir avec la danse. Une fois, je l'ai trouvée sur le parking, assise dans sa voiture, en train de pleurer en regardant une vidéo d'elle-même dansant casse-noisette, 3 ans plus tôt. Je m'étais approché prudemment, avec l'intention de la réconforter, mais elle m'a vu et est partie en voiture, sans un mot. Au moment où je me suis enfin inscrite à l'université d'État du Michigan, 3 ans en retard et sans ma bourse, Jane avait été transférée dans un programme de 4 ans dans le sud de l'État. Elle a emménagé dans un appartement près du campus et a cessé de rentrer à la maison, sauf pour les grandes fêtes. J'étais soulagé. Vivre dans la même maison que quelqu'un qui vous traite comme un fantôme était épuisant. L'université fut une période solitaire pour moi. La plupart des étudiants de mon âge étaient en 3e ou 4e année. Au moment où je suis arrivée en tant que nouvelle étudiante, la bourse que j'avais perdue aurait couvert les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Au lieu de cela, j'ai tout payé moi-même, avec des prêts étudiants et un travail à temps partiel à la bibliothèque de l'université. Je vivais hors du campus, dans un studio délabré, et je survivais avec des nouilles instantanées et des produits d'épicerie en promotion. J'ai étudié la finance parce que c'était pratique et que le marché du travail était stable. Mes notes étaient excellentes, une moyenne de 3,9 que j'ai maintenue grâce à une détermination acharnée et de longues nuits. J'avais des connaissances, mais peu de vrais amis. Les gens m'invitaient à des fêtes ou à des groupes d'études, et je trouvais des excuses. La vérité, c'est que je ne faisais plus confiance aux gens. L'accident m'avait appris que même la famille pouvait se retourner contre vous quand les choses devenaient difficiles. Si maman et Jane pouvaient décider que j'étais coupable, malgré toutes les preuves du contraire, que feraient des étrangers? J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai immédiatement reçu une offre d'emploi d'une société financière à Détroit. Le salaire de départ était modeste, mais vivable. J'ai loué un appartement d'une chambre dans un quartier décent et j'ai acheté des meubles chez IKEA. Pour la première fois depuis des années, j'avais un espace qui m'appartenait entièrement, où personne ne me regardait comme si j'étais transparente ou ne me reprochait d'exister. J'ai cessé de rentrer à la maison pour les fêtes mineures, uniquement Thanksgiving et Noël, et j'arrivais tard et partais tôt. Jane a commencé à amener des petits amis à ses réunions, une série d'hommes interchangeables qui semblaient assez gentils. Elle riait et plaisantait avec eux, une version d'elle-même que je reconnaissais à peine. Maman me plaçait au bout de la table, le plus loin possible de Jane. Papa essayait de m'inclure dans les conversations, mais l'effort était tendu. Tante Brenda, la sœur de maman, tenait toujours à me serrer dans ses bras et à me poser des questions sur mon travail, bien que la pitié dans ses yeux soit presque pire que la froideur de maman. Papa a d'abord essayé de jouer les médiateurs, mais l'amertume de maman était une marée qui a fini par tout emporter. Il a cessé de me défendre à peu près au moment où Jane a commencé la kinésithérapie. C'était plus facile pour lui, je pense, d'avoir une fille au lieu de 2. Je suis resté dans le Michigan après l'université,
travaillant comme analyste financière pour une entreprise de taille moyenne à Détroit. Je rentrais chez moi 2 fois par an pour les grandes fêtes, assise au bout de la table, pendant que Jane tenait le beau rôle en parlant de son travail de directrice marketing ou de son petit ami parfait, Travis. Maman me servait en dernier, presque comme une pensée après coup. Papa faisait une conversation gênante sur la météo. Quand l'invitation au mariage de Jane est arrivée, je l'ai fixée pendant 3 jours avant de l'ouvrir. Mon nom était inscrit seul, sans accompagnateur. La cérémonie aurait lieu dans notre ville natale de Riverside, dans la même église où nous avions toutes deux été baptisés. J'ai acheté un billet d'avion et demandé un congé, sachant que je regretterais d'y aller, mais incapable de m'expliquer pourquoi je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Le faire-part était élaboré, un carton épais avec des lettres dorées, une carte de détail, une carte de réponse avec une enveloppe pré-timbrée, et un plan des lieux de la cérémonie. Tout criait le luxe et la planification minutieuse. Jane avait toujours été soucieuse des détails, même enfant. Sa chambre était méticuleusement organisée, ses projets scolaires toujours impeccables et rendus en avance. Travis semblait être un bon parti pour elle. Je l'avais rencontré une fois auparavant, brièvement, lors d'un dîner de famille 18 mois plus tôt. Il était ingénieur civil, stable et calme, avec un sourire facile. Il avait essayé de m'inclure dans la conversation ce soir-là, en me posant des questions sur mon travail dans la finance. Jane avait détourné la discussion de moi en quelques minutes, mais j'avais apprécié la tentative. L'invitation au mariage était arrivée un mardi. Je l'avais trouvée dans ma boîte aux lettres, mélangée aux factures et aux courriers indésirables. Mon premier réflexe fut de la jeter et de prétendre ne l'avoir jamais reçue. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la curiosité de savoir si j'étais réellement désiré là-bas, ou peut-être juste le triste espoir que ce soit une branche d'olivier. J'ai envoyé un texto directement à Jane, j'ai reçu l'invitation. Es-tu sûr de vouloir que je sois là? Elle a répondu 6 heures plus tard, maman insiste pour sauver les apparences. Tu es invité. Pas un oui, je veux que tu sois là. Pas un j'espère que tu pourras venir. Juste une déclaration plate sur les apparences. J'aurais dû reconnaître l'avertissement dans ces mots. J'ai passé une semaine à débattre de ma présence avant de finalement cliquer sur « Accepter » ou sur la carte de réponse. Une partie de moi espérait que peut-être, le mariage serait un tournant. Les mariages sont censés être synonymes de nouveau départ et d'unité familiale, non? Peut-être que voir Jane heureuse adoucirait l'attitude de maman. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de redevenir des sœurs. Le shopping pour la robe avait été une épreuve en soi. Jane avait envoyé ses 3 options de couleurs avec des instructions explicites, rien de trop formel, rien de trop décontracté, rien de vif. J'avais visité 5 magasins différents avant de trouver la robe bleu marine qui répondait à toutes ces exigences. La vendeuse avait été enthousiaste, parlant de la beauté du mariage et de la chance d'avoir une sœur qui se marie. J'avais souri, acquiescé, et je m'étais senti vide à l'intérieur. Le vol pour Riverside fut court, un peu moins d'1 heure depuis Détroit. J'avais réservé une chambre d'hôtel plutôt que de rester chez mes parents. L'excuse était la commodité, mais la réalité était que je ne supportais pas l'idée de dormir sous le même toit que le mépris de maman. L'hôtel était un Holiday Inn près de l'autoroute, propre et anonyme. J'étais arrivé 2 jours avant le dîner de répétition pour éviter de donner l'impression d'arriver à la dernière minute. Le temps s'étirait à l'infini. J'ai travaillé à distance depuis la chambre d'hôtel, j'ai suivi un cours de yoga dans un studio voisin et j'ai mangé seul dans des chaînes de restaurants. Mon téléphone est resté principalement silencieux, à l'exception des courriels professionnels et de quelques messages de collègues me souhaitant un bon moment au mariage. Le jour du dîner de répétition, j'ai changé de tenue 3 fois avant de me décider pour la robe bleu marine. Trop tôt et j'aurais l'air désespéré, trop tard et je semblerais irrespectueuse. J'ai visé l'heure exacte et j'ai réussi, me garant sur le parking du domaine Waterford à 18 heures précises. La liste des invités pour le dîner de répétition comprenait 60 personnes, famille élargie, amis proches, la famille de Travis venue du Colorado. J'ai reconnu la plupart des visages en entrant. Tante Brenda, du côté de maman, m'a fait un signe nerveux depuis une table dans un coin. Le cousin Michael a fait semblant de ne pas me voir. La colocataire de Jane à l'université, Stéphanie, m'a adressé un sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai trouvé ma place assignée à une table près des portes de la cuisine, loin de la table d'honneur où Jane et Travis s'assieraient avec leurs parents respectifs. Le placement semblait délibéré. Un couple que je ne connaissais pas s'est assis à côté de moi,
se présentant comme la tante et l'oncle de Travis, de Denver. Ils étaient gentils, me posant des questions sur mon vol et mon travail, inconscients de la dynamique familiale qui m'avait mis en exil. Ils s'appelaient George et Linda Patterson. George possédait une quincaillerie à Denver, et Linda enseignait à l'école primaire. Ils étaient chaleureux et bavards, excités par le mariage. Linda m'a montré des photos de leurs 2 fils, tous 2 mariés, avec leurs propres enfants. « Êtes-vous du côté de la mariée ou du marié ?» a demandé George joyeusement. « De la mariée » ai-je dit. « Je suis la sœur de Jane. » Le visage de Linda s'est illuminé. « Oh, comme c'est merveilleux ! Jane est tout simplement adorable. Nous l'avons rencontrée à Noël dernier, quand elle et Travis sont venus nous rendre visite. Elle est si gracieuse et douce. Vous devez être si fiers d'elle. » J'ai réussi à sourire. Elle a travaillé très dur pour en arriver là. « Et que faites-vous, ma chère ?» a demandé Linda. « Je suis analyste financière à Détroit. »« Oh, comme c'est intéressant. Vous aimez ça ?»« Oui, en fait. Mon travail était l'une des rares choses dans ma vie qui semblait propre et simple. Les chiffres ne mentaient pas. Les états financiers racontaient des histoires claires. Les tendances du marché suivaient des schémas logiques. Il y avait un réconfort dans cette prévisibilité. Nous avons bavardé agréablement pendant l'entrée, des bruschettas avec de la mozzarella fraîche et des tomates. George a raconté une histoire drôle sur un désastre de mariage impliquant une alliance égarée et un golden retriever. Linda m'a demandé si je voyais quelqu'un de spécial, et j'ai esquivé avec une aisance bien rodée. Autour de nous, les autres tables bourdonnaient de conversation. J'ai reconnu la colocataire de Jane, Stéphanie, tenant le crachoir avec un groupe de femmes près des fenêtres. Le cousin Michael était à une table avec d'autres parents du côté de papa, des gens que j'avais vus grandir lors des réunions de famille et qui m'ignoraient à peine maintenant. Tante Brenda a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a fait un petit signe. Elle avait l'air mal à l'aise, piégée à une table avec les amis de maman qui entendaient probablement tout sur le fardeau que j'avais été après l'accident. Tante Brenda avait essayé de rester neutre au fil des ans, mais elle avait été usée par le récit constant de ma culpabilité par maman. Le lieu était vraiment magnifique. De grandes fenêtres donnaient sur le lac, qui reflétaient le soleil couchant dans des tons d'orange et de rose. Des fleurs blanches roses, hortensias, gypsophiles couvraient les tables en arrangements élégants. Des guirlandes lumineuses avaient été suspendues aux poutres apparentes, créant une lueur chaleureuse à la tombée de la nuit. Jane avait toujours eu bon goût, et Travis avait apparemment les moyens de le satisfaire. Je me suis demandé combien tout cela coûtait. Le lieu seul devait coûter 20 000 €. Ajoutez la nourriture, le bar, les fleurs, le photographe qui circulait actuellement dans la pièce, capturant des moments spontanés. J'avais entendu papa mentionner que la famille de Travis contribuait de manière significative au budget du mariage. Son père possédait une entreprise de construction prospère au Colorado. Je n'ai rien contribué. Bien sûr, on ne m'avait pas demandé de faire partie du cortège. Aucune surprise. Jane avait 5 demoiselles d'honneur, toutes des amies d'université ou des collègues de travail. Sa témoin était Stéphanie, la colocataire avec qui elle avait vécu pendant 3 ans. Elles étaient restées proches après l'université, partant en voyage entre filles et célébrant leurs étapes importantes respectives. J'avais vu des photos sur les réseaux sociaux. Jane ne m'avait jamais retiré de ses amis, bien qu'elle ait depuis longtemps ajusté ses paramètres pour que je ne puisse ni commenter ni réagir à ses publications, des photos de soirées vin, de vacances à la plage, et d'enterrements de vie de jeunes filles auxquelles je n'avais pas été invité. Jane, riant et insouciante, entourée de gens qui l'aimaient. Le service du dîner a commencé sans incident. La nourriture était excellente, filet mignon avec des légumes rôtis, salade César, du pain qui fondait dans la bouche. J'ai mangé lentement, essayant de savourer le repas tout en ignorant le poids du regard de ma mère depuis l'autre bout de la pièce. Elle portait une robe bordeaux assortie au thème de couleur de Jane, ses cheveux coiffés en vagues parfaites. Elle était belle et froide. Le père de Travis s'est levé pour porter un toast pendant le plat principal. C'était un homme jovial, au rire sonore, qui a raconté comment Travis l'avait appelé après leur premier rendez-vous pour lui dire qu'il avait rencontré sa future femme. Les invités ont ri et applaudi. Jane a rougi joliment, se penchant contre l'épaule de Travis. Ils avaient l'air heureux ensemble, et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Puis maman s'est levée. Elle n'était pas censée parler avant le dessert, selon le programme posé à côté de mon verre d'eau.
Jane a semblé surprise, son sourire vacillant légèrement alors que maman tapait sa fourchette contre sa flûte de champagne. La pièce s'est tue. J'aimerais dire quelque chose pendant que tout le monde est là, a commencé maman, la voix ferme. Elle ne regardait pas Jane. Elle me regardait, moi. Ma gorge s'est nouée. La plupart d'entre vous savent que notre famille a traversé des moments difficiles, a-t-elle continué. Jane a surmonté une terrible tragédie à l'âge de 19 ans, un accident qui a mis fin à ses rêves de danseuse professionnelle. La température dans la pièce a semblé chuter. Je sentais les gens bouger sur leurs chaises, la confusion se propageant dans la foule. Ce n'était pas un discours de dîner de répétition typique. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qui était responsable de cet accident. La voix de maman s'est durcie. Mon autre fille, assise juste là, conduisait la voiture cette nuit-là. Elle a détruit l'avenir de Jane. Elle a volé tout ce pour quoi ma belle-fille avait travaillé depuis l'âge de 4 ans. Je ne pouvais plus respirer. Le silence était suffocant. Je l'ai invitée ce soir parce que Jane a insisté, a dit maman, la bouche tordue. Mais je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. Elle est morte pour nous. Elle est morte pour nous depuis 13 ans. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Je crois que c'était tante Brenda. La mère de Travis avait l'air horrifiée. Papa était assis, figé, le visage gris. Jane fixait son assiette. Je ne me souviens pas de m'être levé. Je ne me souviens pas du trajet de ma table jusqu'au centre de la pièce, d'où je pouvais voir tout le monde. Mes jambes semblaient déconnectées de mon corps, se déplaçant en pilote automatique pendant que mon esprit s'emballait. Le visage de maman était rouge de suffisance. Elle avait l'air triomphante, comme si elle avait enfin dit quelque chose qu'elle retenait depuis des années. Autour de nous, 60 personnes attendaient de voir ce qui allait se passer. J'ai regardé Jane. Elle ne voulait toujours pas croiser mon regard. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai posé la seule question qui comptait. De quelle couleur était le feu de signalisation? Maman a cligné des yeux. Quoi? Le feu de signalisation, ai-je répété, plus fort. De quelle couleur était-il quand nous sommes entrés dans l'intersection? La confusion sur son visage était presque comique. Ça n'a rien à. C'est toi qui conduisais. Tu étais responsable. Le rapport de police dit que l'autre conducteur a grillé un feu rouge, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement, trop calme. Il roulait à près de 100 km/h dans une zone à 50. Il a échoué à un test de sobriété sur le terrain. Son taux d'alcoolémie était de 0,16, le double de la limite légale. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi à ouvrir mes emails et à trouver le PDF que je transportais depuis 13 ans, le rapport de police. J'en avais demandé une copie à mes 18 ans, ayant besoin de voir la vérité écrite en langage officiel. L'accident a été jugé de sa faute, ai-je continué. Il a purgé 18 mois de prison pour agression au volant. Son assurance a payé les frais médicaux de Jane. Toutes ces informations sont publiques. Le visage de maman était passé du rouge au pâle. C'est quand même toi qui conduisais. J'étais sobre, ai-je dit. Mon analyse de sang est revenue complètement négative. C'est Jane qui avait bu. C'est la raison pour laquelle je conduisais. Elle m'a tendu ses clés parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre le volant. Je me suis tourné vers la salle. 60 visages me fixaient, diverses expressions de choc et de malaise peintes sur eux. J'avais 17 ans, ai-je dit. J'ai tout fait correctement. J'étais le conducteur désigné. J'ai respecté le code de la route. Je portais ma ceinture de sécurité. Le feu était vert. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et nous a percutés du côté de Jane. J'ai eu une commotion cérébrale et un poignet cassé. Les blessures de Jane étaient plus graves parce que c'est là que l'impact a eu lieu. C'était une tragédie. Ce n'était pas de ma faute. Le silence qui a suivi était différent d'avant. Celui-ci ressemblait au moment avant le tonnerre. Tu ne m'as même jamais demandé ce qui s'était passé, ai-je dit en regardant maman. Tu as vu les blessures de Jane et tu as décidé que j'étais coupable. Tu m'as fait reporter l'université pour aider à sa convalescence. Tu m'as traité comme une criminelle dans ma propre maison. Tu m'as effacé des photos de famille. Tu as arrêté de fêter mon anniversaire. Tu m'as présenté comme la fille qui vit encore dans le Michigan pour éviter de dire mon nom. Tante Brenda pleurait ouvertement maintenant. Papa avait la tête dans ses mains.
Je suis restée silencieuse parce que je pensais que peut-être, je le méritais d'une certaine manière, ai-je dit. Je pensais que si j'avais été une meilleure conductrice, si j'avais vu le camion plus tôt, si j'avais fait une embardée différemment. J'ai passé 13 ans à me demander s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Ma voix s'est brisée. J'ai dégluti difficilement. Mais j'avais 17 ans, maman. J'étais ta fille. J'étais blessé, moi aussi. J'ai fait des cauchemars pendant des années. Je me crispe encore aux intersections. J'avais besoin de toi, et tu m'as abandonné. Parce que c'était plus facile d'avoir quelqu'un à blâmer que d'accepter que, parfois, des choses terribles arrivent, tout simplement. Jane pleurait. Je pouvais voir ses épaules trembler, même si elle s'était détournée de la salle. Travis avait son bras autour d'elle, l'air complètement perdu. Maman a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. Je suis venu ce soir parce que j'espérais que peut-être, assez de temps avait passé, ai-je dit. Peut-être que tu étais prête à être de nouveau ma mère. Peut-être que Jane était prête à être ma sœur. Mais au lieu de ça, vous avez décidé de m'humilier devant tout le monde. J'ai pris mon sac sur la table. C'est fini, ai-je dit. J'en ai fini de m'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. J'en ai fini d'être le fantôme à votre table. J'en ai fini d'attendre que vous m'aimiez à nouveau. J'ai regardé Jane une dernière fois. Je suis désolé que tu aies été blessé. Je l'ai été chaque jour depuis que c'est arrivé. Mais je ne suis pas désolé d'avoir survécu, et je ne vais pas continuer à me punir parce que tu as besoin de quelqu'un à blâmer. Je me suis dirigé vers la sortie. Mes talons claquaient contre le parquet, chaque pas résonnant dans le silence horrible. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a appelé mon nom. J'ai atteint ma voiture de location avant de commencer à trembler si fort que j'ai dû rester assise sur le parking pendant 20 minutes. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'ai repris mon souffle, tante Brenda, le cousin Michael, des numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'ai éteint et je suis retourné à mon hôtel. Le mariage était prévu pour le lendemain à 14 heures. Je ne comptais pas y assister. J'ai mal dormi, me réveillant toutes les quelques heures pour fixer le plafond et rejouer la confrontation dans ma tête. Une partie de moi se sentait mal d'avoir fait une scène. Le reste de moi se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, comme si je m'étais enfin débarrassé d'un poids que je portais depuis mes 17 ans. Mon téléphone avait 43 appels manqués quand je l'ai rallumé le lendemain matin. La plupart provenaient de membres de la famille. 3 venaient d'un numéro intitulé « Au portable de Jane ». J'ai écouté son message vocal en buvant un mauvais café d'hôtel. C'est moi. Sa voix était pâteuse, comme si elle avait pleuré. Je sais que tu ne viendras probablement pas demain. Je ne t'en veux pas. Je dois juste te dire quelque chose. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je savais que ce n'était pas de ta faute. Je l'ai toujours su. Les médecins m'ont dit ce que disait le rapport de police quand j'étais à l'hôpital. Mais maman était si en colère, et c'était plus facile de la laisser être en colère contre toi que contre moi, pour avoir bu. J'ai été une lâche. J'ai été une lâche pendant 13 ans. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Je t'ai laissé porter le chapeau parce que j'avais honte, a-t-elle continué. J'ai ruiné ma propre vie en me saoulant et en te donnant mes clés. Tu m'as sauvé d'une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Tu m'as probablement sauvé la vie en conduisant. Et je t'ai remercié en faisant comme si tu n'existais pas une autre pause. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit. Je ne sais même pas comment le demander. Mais j'avais besoin que tu saches que je connais la vérité. Je l'ai toujours su. Et ce que maman a fait hier soir. Elle avait tort. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû arrêter tout ça il y a des années. Le message vocal s'est terminé. Je suis resté assise sur le lit de l'hôtel pendant un long moment, à fixer mon téléphone. Mon vol pour Détroit n'était que le dimanche soir. Le mariage allait commencer dans 4 heures. J'ai pensé à Jane, à 19 ans, ivre et blessée, regardant ses rêves s'évaporer dans une chambre d'hôpital. J'ai pensé au choix qu'elle avait fait, de me laisser endosser la responsabilité. J'ai pensé à 13 ans de silence, d'évitement et de distance soigneusement entretenus. Puis j'ai pensé à la fille qui s'entraînait au ballet dans notre chambre commune, qui me laissait la regarder même si j'étais la petite sœur agaçante. La fille qui m'avait appris à faire des tresses,
qui partageait ses bonbons d'Halloween et qui me défendait contre les brutes à l'école primaire. Je ne suis pas allé au mariage, mais j'ai envoyé un texto au numéro de Jane, j'accepte tes excuses. Je ne suis pas prête à te voir encore, mais peut-être un jour. J'espère que ta journée est tout ce que tu voulais qu'elle soit. Elle a répondu immédiatement, merci. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. 3 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel de Jane. Elle et Travis s'étaient installés dans leur nouvel appartement à Colorado Springs. Maman et papa suivaient une thérapie. Maman m'avait écrit une lettre, Jane en avait une copie si je voulais qu'elle me la fasse suivre. Serais-je disposé à parler au téléphone un de ces jours? J'ai dit, peut-être. 6 mois après ça, Jane a pris l'avion pour Détroit. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement, assises l'une en face de l'autre à une petite table près de la fenêtre. Elle boitait légèrement, plus que dans mes souvenirs. Son visage avait l'air plus vieux, mais ses yeux étaient les mêmes. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a parlé de la culpabilité qu'elle avait portée, de la façon dont elle avait empoisonné chaque bonne chose dans sa vie, de la façon dont elle avait essayé de l'enterrer en prétendant que je n'existais pas, de la façon dont la colère de maman était devenue un bouclier derrière lequel elle s'était cachée, parce qu'affronter la vérité signifiait admettre qu'elle avait détruit ses propres rêves. Je lui ai parlé de la solitude, des fêtes passées dans des appartements vides, de la façon dont je m'étais entraîné à ne rien attendre de la famille. De la façon dont j'avais construit une vie dans le Michigan, spécifiquement parce que c'était assez loin pour que les visites surprises soient impossibles. Nous ne nous sommes pas serrés dans nos bras quand elle est partie. Nous n'avons pas fait de promesses que nous n'étions pas prêts à tenir. Mais nous avons convenu de nous reparler dans un mois. La reconstruction fut lente. Certaines relations familiales ne se sont jamais remises. Maman et moi nous parlons peut-être 3 fois par an, et les conversations sont guindées et prudentes. Papa essaie plus fort, mais il y a une distance entre nous qui ne se comblera peut-être jamais complètement. Tante Brenda envoie des cartes d'anniversaire maintenant, et le cousin Michael m'a invité à son mariage l'année dernière. Jane et moi nous parlons toutes les quelques semaines. Elle est venue à Détroit 2 fois de plus, et je lui ai rendu visite au Colorado 1 fois. Travis est gentil avec moi d'une manière qui suggère que Jane lui a tout raconté. Leur fille est née 2 ans après leur mariage, et ils m'ont demandé d'être sa marraine. J'ai dit oui. Les cicatrices sont toujours là. Je me crispe encore aux intersections. Je ressens toujours une pointe d'anxiété quand je vois le nom de Jane sur mon téléphone. Mais le poids a disparu. Ce fardeau écrasant de culpabilité imméritée que j'ai porté de 17 à 30 ans. Je n'ai pas retrouvé ma famille, pas entièrement. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être complètement réparées. Mais je me suis retrouvé, moi. J'ai obtenu la reconnaissance de la vérité. Et à la fin, cela devait suffire. La dernière fois que j'ai vu maman, lors d'une réunion de famille neutre organisée par tante Brenda, elle m'a prise à part avant que je parte. Son visage avait l'air hagard, plus vieux que ses 62 ans. « Je suis désolé », a-t-elle dit. Les mots sonnaient rouillés, peu pratiqués. J'avais tort. J'avais tellement tort sur tout. J'ai hoché la tête. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'y ai pensé, honnêtement, debout dans l'allée de tante Brenda, tandis que des portières de voiture claquaient au loin. J'y travaille, ai-je finalement dit. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis parti de cette réunion en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pas pour un retour à ce qui était cette famille était partie, enterrée dans l'épave de cette intersection 13 ans plus tôt, mais de l'espoir pour quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur la vérité au lieu du blâme. Parfois, des choses terribles arrivent. Parfois, il n'y a personne à blâmer, juste des circonstances, de la malchance, et un timing d'une fraction de seconde. Le conducteur ivre qui nous a percutés a purgé sa peine et est devenu sobre, m'écrivant une lettre d'excuse pendant son séjour en cure de désintoxication. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai gardé la lettre. Je garde aussi le rapport de police. Non pas parce que j'ai encore besoin de prouver mon innocence, mais comme un rappel que ma vérité a toujours été vraie, même quand personne ne la croyait. Que rester silencieuse n'a pas maintenu la paix, cela n'a fait que laisser les mensonges s'enraciner plus profondément. La fille que j'étais à 17 ans, terrifiée, blessée, et si désespérée d'être aimée, méritait mieux. La femme que je suis maintenant le sait. Et enfin, après 13 ans,
ma famille commence à le comprendre aussi. Ce n'est pas la fin que j'aurais choisie, mais c'est la vérité. Et la vérité, j'ai appris, vaut plus qu'une fausse paix.